Bonjour et bienvenue dans notre émission pour une vision citoyenne. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Laure Darcos, sénatrice de l'Essonne. Bonjour et bienvenue chez vous pour le coup. Bonjour Tony. Merci d'avoir accepté notre invitation. Laure, dites-moi un petit peu, quel est le rôle aujourd'hui d'un sénateur? Parce que les internautes et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ne savent pas forcément le quotidien d'un sénateur. Et donc ma première question, c'est quel est le rôle aujourd'hui d'un sénateur sur le territoire? En effet, vous avez raison, Tony. C'est d'autant plus vrai que les électeurs, en fait, jeunes et moins jeunes, ne sont pas en fait les électeurs des sénateurs. Comme vous le savez, en fait, nous sommes élus, nous, par les grands électeurs, c'est-à-dire les maires et conseillers municipaux, conseillers régionaux et départementaux et parlementaires. Et c'est important, en fait, pour la démocratie d'avoir ces deux chambres qui sont très différentes, Assemblée nationale avec suffrage direct, en fait, de l'ensemble des habitants. Du coup, qu'ils peuvent interroger, en fait, sur leur quotidien, leur sujet d'actualité du moment. Et puis, cette chambre dite haute du Sénat, qui est la chambre des territoires. La Chambre des territoires, ça veut dire que nous, en fait, moi, mon job, j'allais dire au quotidien, c'est faire en sorte que les maires de l'Essonne soient satisfaits de la politique gouvernementale. Et donc, très souvent, on l'amende au moment des textes de loi quand ça passe au Sénat et d'essayer de les aider. Alors, au quotidien, ça peut être, en ce moment, par exemple, un sujet brûlant de traiter les problèmes de fermeture de classe. On est dans la carte scolaire, en fait, en fin d'année. Les effectifs pour l'année prochaine sont connus depuis quelques jours. Et j'ai beaucoup de maires, notamment surtout ruraux, mais pas que, qui me disent, voilà, l'éducation nationale est sur le point de me fermer une classe. Est-ce que tu peux nous aider? Donc, je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais je suis entre guillemets un peu spécialisée par rapport aux 4 autres sénateurs pour aider ces maires à essayer de garder leur classe et que leurs élèves puissent être dans les meilleures conditions possibles. C'est également les aider sur la loi dite SRU, où on oblige les maires à avoir bientôt 25% de logements sociaux. C'est très compliqué pour eux, donc on essaye de les aider, les guider, de temps en temps à demander au préfet un peu plus de mansuétude. Quand, je prends l'exemple pas très loin d'ici de Voilan, vous avez vraiment une commune qui est très enclavée, qui en plus est délimitée par des zones qui ne sont pas constructibles. Et quand on leur demande de faire des logements sociaux supplémentaires dans un petit village qui finalement est très authentique, qui garde beaucoup d'anciens, c'est aussi très compliqué. Donc ça, c'est, j'allais dire, le job au quotidien quand je suis en Essonne et que je sillonne l'Essonne pour aider nos amis élus. Au quotidien aussi au Sénat, c'est de passer 3 jours dans ce magnifique palais que nous n'avons jamais, dont nous ne sommes jamais blasés. C'est un lieu absolument magique. Là, à cause du Covid, on n'a pas pu faire beaucoup de visites, mais les journées patrimoine ouvrent leurs portes. Et puis moi, je reçois dès que je peux, notamment les conseils municipaux des jeunes, parce que je trouve que c'est bien que les jeunes soient très engagés quand ils ont 8-9 ans. Et donc, on a le droit à des visites, une visite par mois. Donc, j'essaye aussi d'avoir la visite de jeunes essoniens dans ce beau palais. Alors, la semaine, si je peux vous la donner très concrètement, le mardi matin, donc nous, c'est facile de l'Essonne d'arriver jusqu'au Sénat, mais nous avons tous nos collègues de province qui prennent souvent un train ou un avion à 5 heures du matin pour être à 10 heures au Sénat, et on commence le mardi matin par les réunions de groupe. Donc chaque groupe politique en fait du Sénat reçoit en fait fait une réunion un peu d'actualité par rapport à ce qui s'est passé pendant le week-end pour justement traiter des questions d'actualité qui seront posées au gouvernement le mercredi, et puis de l'ordre du jour en fait des textes en vigueur. Ensuite, l'après-midi, il y a un texte qui passe forcément en l'hémicycle, et le soir aussi. Le lendemain, le mercredi, nous siégeons tous dans des commissions permanentes. Alors moi, j'ai la chance d'être dans celle que j'aime, qui est la commission culture, éducation, qui traite aussi le sport, voilà, le sport, enseignement supérieur, association et autres.
Ce qui est drôle, c'est que tout le monde ne se bouscule pas pour aller dans celle-là, alors que moi, j'aurais voulu être dans celle-ci et aucune autre. La plupart du temps, les sénateurs, quand ils arrivent, veulent être à la commission des lois, qui est la commission Rennes, ou la commission affaires étrangères. Voilà, ce n'est pas forcément des commissions qui m'attirent le plus. Donc, voilà. Donc ça, c'est tous les matins. Tous les mercredis matins, pardon, où on fait des auditions de personnes extérieures, soit on traite d'un texte qui va être rapporté par quelqu'un de notre commission. Et rebelote le mercredi après-midi et soir, les textes en vigueur dans l'hémicycle. Et le jeudi matin, nous avons des délégations. Et les délégations, c'est pas comme les commissions. Moi, j'ai la chance, une rare, à avoir eu la chance d'être en 2 délégations. Une délégation du droit des femmes, pour le droit des femmes, dont je suis vice-présidente. On pourrait y revenir aussi. Et une délégation qui s'appelle l'OPEX, qui est un office interparlementaire qui s'occupe justement de tout ce qui est nouvelles technologies et qui est en fait mixte, en fait, Assemblée et Sénat. Et c'est très drôle parce que j'ai retrouvé Cédric Villani, qui est le président de l'OPEX pour 3 ans, en fait, non, un peu moins, enfin 2 ans pour cet office parlementaire. Et le jeudi, de nouveau, on siège dans l'hémicycle l'après-midi et le soir. Et quand je dis le soir, ça peut aller jusqu'à 2 heures du matin. Ah oui. Donc, difficile de faire 3 nuits d'affilée. Et donc, en fait, on a des petits roulements. Et en général, on demande aux franciliens de rester le jeudi, puisque les provinciaux rentrent souvent chez eux. Et puis le vendredi, samedi, dimanche et lundi, eh bien, on est censé être sur le terrain et donc sillonner notre département d'élection pour justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aller voir les maires et les élus qui le demandent, soit pour des inaugurations et être présents, soit pour des réunions de travail. Et justement, Laure, en tant que femme engagée citoyennement et politiquement, comment vivez-vous dans ce milieu d'hommes aujourd'hui? Parce qu'il faut le dire quand même, c'est quand même un milieu assez, on va dire, où l'homme est assez présent. Et vous, comment vous vivez ça au quotidien? Écoutez, on sent bien qu'ils ont été un petit peu bousculés pour nous faire de la place. Et même si j'étais archi contre le système des quotas, ça ressemblait un peu à des quotas laitiers, on va dire. Je pense que si on n'avait jamais eu ces lois pour changer la parité, je pense qu'on n'aurait jamais eu de place. Je le dis même, par exemple, pour les élections départementales qui viennent de se dérouler. En fait, on a... et ça, c'est la gauche qui l'a fait. À chaque fois, ils ont plutôt été meilleurs que la droite, que les partis de droite sur les avancées féministes. On a, en fait, réduit de moitié les cantons par département. Et par contre, on a systématiquement obligé un binôme, homme et femme, et donc la femme n'est pas suppléante de l'homme, on est à l'égal de l'homme, de se présenter. Donc ça veut dire que dans les assemblées départementales, depuis 2015, il y a autant d'hommes que femmes obligatoirement. Pareil pour les listes régionales, où c'est des listes, ce qu'on dit Shabada, un homme, une femme, un homme, une femme. Et pour les sénatoriales, ce qui est toujours un peu compliqué, c'est que là, par exemple, en Essonne, comme on a 5 sénateurs, ce sont des scrutins de liste aussi. C'est-à-dire que je ne me présentais pas forcément que sur mon nom. Ça, c'est pour les départements qui n'ont que 2 sénateurs. Et on se présente par liste. Et avec ma collègue Jocelyne Guidès, qui est aussi sénatrice de l'Essonne, on s'est souvent posé la question pourquoi systématiquement ce sont les hommes qui sont en premier et les femmes qui sont en deuxième. Voilà, donc c'est toujours très compliqué. Et pour répondre à votre question, au Sénat, on n'est encore que 35% de femmes. Oui. Ça a beaucoup changé par rapport à il y a quelques années, mais ça reste encore très compliqué. Et je vais vous donner une anecdote qui me fait pas rire, parce qu'au fond, c'est toujours très compliqué. La délégation aux droits des femmes, on a heureusement quelques hommes qui y sont, mais il y a une majorité de femmes. Et je me souviens, il y a 2-3 ans, en réunion de groupe, justement, de mon groupe politique, on était la journée du 8 mars, qui est la journée donc des femmes, et on traite tous les sujets d'actualité, et puis à un moment donné, je me dis, mais ils vont pas parler de la journée de la femme. Et donc je lève ma main timidement, je demande la parole, je dis, mais attendez, je pense qu'il faudrait qu'il y ait quand même des questions qui soient posées sur les femmes. En plus, connaissant le président Gérard Larcher, il va céder sa place, comme il le fait depuis le début, ce jour-là, quand ça tombe un mercredi, pour que ça soit une femme qui siège à sa place au perchoir. Donc, honnêtement, ça paraît compliqué que vous ne parliez pas. Et là, j'ai entendu une sorte de rumeur dans l'ensemble de la réunion, d'hommes qui disent ils vont encore nous gonfler avec cette fête-là. Enfin bon, voilà. C'est pour vous dire qu'on est encore un peu loin. Et c'est vrai qu'à la délégation aux droits des femmes, on a bien sûr eu ce sujet prégnant et dramatique depuis quelques années sur les féminicides et sur les violences conjugales. Mais j'essaye aussi
de montrer aussi que les femmes ont des sujets où elles sont conquérantes, où elles réussissent. Parce que se mettre en victimisation systématique laisse en fait également aux hommes en politique cette image de la femme forcément fragile et en deçà de l'homme. Voilà. Et justement, du coup, on parle de quoi exactement dans cette commission, justement, droits des femmes aujourd'hui? Alors, par exemple, moi, je vais me battre, ça a été arrêté par le gouvernement, mais si ça revient, je vais être co-rapporteur, en fait, sur la réforme des retraites, parce que pour les retraites des femmes, on sait très bien qu'on est très désavantagés. On s'arrête avec souvent nos congés maternité. On peut aussi être obligé de quitter un métier parce qu'on doit suivre son mari ou son conjoint, voilà, ou en tout cas son partenaire pour pouvoir aller dans d'autres villes. Donc c'est un peu compliqué. Donc j'essaye en même temps, voilà, de montrer qu'on a des réussites. On a reçu dernièrement toutes les championnes navigatrices du Vendée Globe. Vous ne pouvez pas savoir. Les agents de sécurité et les huissiers du Sénat voulaient tous leurs photos avec elles. C'était extraordinaire, ces petits bouts de bonnes femmes qui avaient quitté pendant 3 mois mari, enfant, et qui, toutes seules, ont affronté les océans pour cette traversée autour du monde. Voilà, moi, c'est cette image-là que j'ai envie de montrer des femmes. Et donc, heureusement, même si on n'est pas encore à la parité, au Sénat ou à l'Assemblée départementale, je pense que le regard des hommes change, parce qu'on n'est pas obligé de toujours traiter, nous, que les sujets sociaux, éducation, etc., qu'on peut aujourd'hui être une mère adjointe chargée des travaux ou mère adjointe aux finances, et pas simplement s'occuper de ce qui traite pas uniquement le rôle de maman, ça peut être... Voilà, de maman ou d'assistante sociale, bien en fait. Sûr. Et donc, progressivement, j'espère que ça change. Et justement, du coup, je voulais me tourner un peu plus vers la jeunesse, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Et pouvez-vous nous parler des conditions de vie aujourd'hui, étudiants aujourd'hui, notamment en Essonne, puisqu'on est sur le territoire essonnien, mais je pense qu'aujourd'hui, vous en parlez aussi au niveau national. Oui. Mais c'est quoi les retombées aujourd'hui? Alors, justement, en fait, moi, je me suis tout de suite inscrite en fait, dans une mission d'information sur les conditions de vie étudiantes en France. On va rendre notre rapport dans 10 jours. Je pense que j'en reparlerai sûrement beaucoup sur mes réseaux sociaux. On reviendra en parler sur l'antenne. Et avec grand plaisir. Et c'est vrai que je prends du coup les exemples de l'Université d'Évry ou l'Université Paris-Saclay que je suis particulièrement. En fait, le Covid a montré en effet une précarité d'un certain nombre d'étudiants vraiment dramatique. Et je dois dire que vraiment, je salue l'initiative de ces universités comme chez nous, de Sylvie Retailleau et de ses équipes, pour avoir essayé de tout faire pour rompre l'isolement de certains étudiants sur le plateau de Saclay. Vous avez des étudiants étrangers qui n'ont pas pu rentrer chez eux et qui se retrouvaient quand même au moment des fêtes de Noël tout seuls. Donc, il y avait des associations qui essayaient de rompre cet isolement, leur apporter bien évidemment des plateaux et des paniers gourmands un peu sympathiques en ces temps de fête. Il y a une chose auquel on n'a jamais pensé, mais les protections hygiéniques coûtent très cher. Certaines étudiantes, voire lycéennes et collégiennes, n'ont pas les moyens de s'acheter tout le temps ces protections hygiéniques. On se dit quand même qu'on est en France, mais qu'on a ce souci-là. Donc, on s'est saisi aussi de ces sujets. Et donc... je pense qu'il y aura un avant et après Covid aussi sur ces conditions de vie étudiantes. Et on voit bien que les universités ont décidé d'améliorer, avec d'ailleurs le ministère de l'Enseignement supérieur et la ministre Frédérique Vidal, qui en est très consciente, de se saisir de ces conditions de vie pour qu'on améliore l'encadrement, qui n'est pas simplement les études et j'allais dire la réussite en fait dans son parcours universitaire, mais que ça soit un tout, qu'on améliore les conditions de vie des logements étudiants, qu'on puisse aussi pousser nos étudiants à ne pas rester simplement dans les métropoles où on estime, on a cette idée que la réussite, le niveau universitaire sera meilleur, mais au contraire d'aller dans des petites villes de province où souvent les conditions de vie sont bien meilleures et où les campus sont plus accueillants et où les niveaux, en tout cas premier cycle, sont identiques. Donc on a décelé
déceler un peu tout ça, l'amélioration de l'accessibilité pour les étudiants en situation de handicap aussi. Donc tous ces sujets ont été abordés en 3-4 mois d'audition très soutenue de demi-journées par semaine. Et donc j'espère qu'en tout cas il y aura un avant-après et qu'on aura mis un peu l'accent sur le problème des étudiants en France. Et justement, pour rester dans ces mêmes combats que vous menez aujourd'hui au sein du territoire et puis aussi au niveau national, avec cette crise sanitaire qu'on connaît, la culture a été mise à mal. Aujourd'hui, les libraires ont souffert de cette crise. Quel est votre regard, votre vision aujourd'hui et comment on peut... J'espère qu'il n'y aura pas une nouvelle vague, mais comment on peut pallier aujourd'hui face à ces... Au gros, on va dire, pour ne pas citer de nom, parce que je ne vais pas citer de nom, mais on les connaît tous. Quel est aujourd'hui le rôle, votre rôle en tout cas, si je peux dire, il y a un rôle, mais au-delà d'impulser. Alors j'allais dire, en effet, là-dessus, en plus, c'était vraiment mon combat déjà avant le Covid, mais encore plus pendant la crise. Et si vous vous rappelez bien, lors de du premier confinement en mars-avril 2020, le syndicat de la librairie française avait pris la décision de fermer les libraires. Les librairies. Pourquoi ? Parce que c'est un commerce où les gens aiment feuilleter les livres, rentrer, être en promiscuité, en fait, un petit peu dangereuse par rapport à ce virus qui commençait tout juste. Et il y a eu une vraie frustration. Et on s'est rendu compte, en effet, que ça devenait un commerce important et qui manquait aux gens. Surtout qu'en plus, il n'y avait plus de spectacle, il n'y avait plus de cinéma, et donc en fait, la lecture devenait très importante. Et ils n'ont pas fait l'erreur la deuxième fois, et donc lors du deuxième confinement en novembre, les librairies sont restées ouvertes, et ils sont même, et ça je me suis beaucoup battue pour ça, sont devenus des commerces dits essentiels, au même titre que les commerces de bouche. Et j'espère là aussi qu'il y aura un avant-après Covid, déjà sur les commerces de proximité. Dans toutes nos petites villes, il faut impérativement que les commerces, alors ça peut être en effet des commerces de bouche, mais pas que les commerces continuent à exister. On peut bien évidemment aller acheter son livre au même prix, puisqu'on fête les 40 ans de la loi Lang qui avait fixé un prix unique du livre. Le prix va avoir le même prix dans un hypermarché, dans un Cultura, en zone industrielle, que dans un petit libraire. Mais le petit libraire, il va vous donner ce conseil supplémentaire par rapport à votre personnalité et faire en sorte que vous allez vraiment trouver le bon livre. Pour ne pas citer en effet celui dont vous parlez, le géant américain, qui vous dit qu'en effet, ils sont axés sur la plateforme à n'importe quel ouvrage. La seule chose, c'est que jamais vous allez avoir ce conseil personnalisé. Vous allez avoir cet algorithme qui va faire remonter soit les best-sellers, soit les livres dont on parle en ce moment, parce que ça fait polémique ou autre. Et la facilité, c'est en effet de cliquer et d'acheter ce bouquin. Et j'ai fait fait voter une loi au Sénat et qui, j'espère, va être votée conforme à l'Assemblée en septembre prochain, avec l'appui de la ministre de la Culture, mais de manière encore plus surprenante du président de la République lui-même qui en a parlé avant que ma loi soit votée au Sénat, pour que justement ce géant américain ne puisse plus faire des frais d'expédition à 1 centime d'euro. Alors que pour les libraires, quand ils veulent, qu'on n'a pas la possibilité d'aller directement dans les librairies physiques et qu'on veut le commander sur un site de libraire, parce qu'aujourd'hui, ils essayent tous de se moderniser avec d'ailleurs le soutien du plan de relance, ils souhaiteraient pouvoir envoyer leurs livres également chez le lecteur. Eh bien, eux, les frais d'expédition sont entre 7 et 10 euros. C'est quand même assez incroyable en disproportion par rapport à Amazon. Donc, en fait, cette loi permettait en fait de remettre des frais d'expédition égaux, que ce soit un grand géant américain ou un libraire. Et donc, ça a été voté comme ça. Donc, c'était un peu un combat de David contre Goliath. Mais j'espère continuer à vraiment lutter pour que ces libraires qui sont... un acteur fondamental dans la chaîne du livre, avec les auteurs, les éditeurs et les distributeurs, que les libraires puissent continuer à être aussi nombreux, parce que c'est pour moi, en effet, vraiment un commerce de première nécessité. Et justement, du coup, quelle est votre vision alors, du coup, sur les évolutions technologiques aujourd'hui ? Alors, les évolutions technologiques, curieusement, le livre numérique n'a pas fait un bond, même aux États-Unis. Au début des années 2010, ça a augmenté de manière absolument disproportionnée. On est arrivé à pratiquement 50% du marché américain en numérique. Et puis, c'est redescendu.
Pourquoi ? Parce que le livre reste un bien, un objet culturel physique en soi. Et quand vous entendez un Steve Jobs ou un Bill Gates dire que de toute façon, ils n'auraient pas envie que leurs enfants apprennent à lire en numérique, on se rend compte que le livre numérique, de la même façon, reste un service que pour les grands lecteurs, en fait, ceux qui n'ont pas envie de se trimballer une valise de livres en papier pour partir, soit en voyage d'affaires, soit en voyage tout court. Mais en fait, les jeunes ne lisent pas en numérique. Ils ont beau être, eux, sur les réseaux sociaux, sur leurs vidéos en permanence. Pour le livre, ils vont le lire en papier. Et de la même façon qu'à l'école, le numérique est un service annexe qui est très important. Les tableaux numériques permettent partout sur le territoire de montrer, par exemple, une vidéo, un discours, entendre un discours intéressant, etc. Mais en fait, au fond, la lecture reste beaucoup plus prégnante quand c'est de la lecture sur un support physique. Donc tout ça, ce sont des évolutions qui sont très intéressantes, mais au fond, on aura toujours besoin, du coup, d'un service de distribution physique importante, et le livre n'a jamais aussi bien marché que pendant le Covid, puisqu'il n'y avait pas d'autres, malheureusement, secteurs culturels qui marchaient à l'époque. Donc c'est finalement très bien, et du coup, je pense que tous les moyens peuvent cohabiter, en fait, mais moi, je défends aussi, bien évidemment, les commerces physiques. Et alors, une question un peu plus personnelle. Quelle personnalité vous a inspiré à faire ce que vous faites aujourd'hui Je vais vous répondre directement et très sincèrement, Simone Veil. C'est quelqu'un que j'ai eu beaucoup de chance de connaître. Une femme exceptionnelle. Alors... je peux vous dire que le plus beau compliment que j'ai entendu, je le prends avec beaucoup de modestie, mais certaines personnes m'ont dit que je lui ressemblais un petit peu physiquement, et que certains me disaient, voilà, on espère que, en effet, que tu pourras t'en inspirer. Je m'en inspire tous les jours. Et c'était quelqu'un d'exceptionnel dans ma vie personnelle, et que j'ai pu accompagner avec son mari Antoine. Nous avions la chance avec mon mari d'être vraiment amis intimes. Et j'ai beaucoup apprécié aussi son engagement politique. C'est pas facile pour une femme, parce que c'est pas facile déjà pour un homme, un engagement politique. Surtout à l'époque où elle a... Alors, bien sûr. Et puis, avec les enfants qu'elle avait, oui. On est toujours... je pense qu'une femme culpabilise toujours de ne pas tout faire parfaitement. Et c'est vrai que les tâches, entre guillemets, ménagères et familiales incombent plus aux femmes qu'aux hommes, même si aujourd'hui, la jeune génération d'hommes prennent beaucoup plus... Bien sûr, oui. Dire, on ne vous a pas aidé en tant qu'homme non, mais en passé, en tout cas. Oui, mais en même temps, voilà, aujourd'hui, ça change, et un homme va s'occuper de son enfant. D'ailleurs, moi, je suis toujours très, très touchée quand un homme demande un congé parental. On voit de plus en plus de papas, d'ailleurs, promener leurs enfants. Et je trouve ça super. Au parc, c'est voilà, vrai. donc c'est vrai que c'est vraiment bien. Mais moi, c'est vrai que j'ai attendu, au fond, que mon fils soit adolescent pour m'engager vraiment complètement, en fait, dans ma carrière politique, parce que je pense que j'aurais culpabilisé, et je culpabilise encore, parce que j'ai l'impression d'avoir manqué des choses avec lui, même à l'adolescence. Mais petit, ça aurait été encore peut-être plus compliqué. Et donc, j'admire les femmes qui ont réussi à le faire sans trop culpabiliser. Et vous voyez, j'essaye de réunir les femmes mères de mon département. Et c'est très touchant, parce que quand on est entre nous, la parole se lâche. Et je peux vous dire que vraiment, sans que ça parle chiffon, parce que c'est le cliché total, ça parle beaucoup plus, justement, culpabilisation par rapport à nos vies de famille, nos conjoints, parce que moi, le mien, il a fait de la politique, tout le monde dit, mais il doit comprendre. Oui, mais enfin, lui, il aimerait bien que je sois un peu plus là, vous voyez, 2 dimanches d'affilée, où je vais être partie de 6h du matin à 3h du matin des jours d'élection. C'est jamais très simple quand vous êtes tout seul à la maison. Souvent, on l'accepte pour soi, mais on n'accepte jamais quand ça nous touche personnellement. Bien sûr. Et donc, tout ça, c'est des sujets qui sont pas faciles pour une femme. Et si on le fait, c'est que moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il ne fallait pas laisser la politique aux méchants. Et en tout cas, ceux qui font parler d'eux pour de mauvaises raisons. Et je vois autour de moi tellement de gens engagés. Vous savez, j'étais dans le privé, j'ai réduit mon salaire de 4 fois pour m'engager comme parlementaire, parce qu'à l'inverse de ce qu'on peut dire, un parlementaire ne gagne pas bien sa vie. Mieux, bien sûr, par rapport à un Français moyen, mais proportionnellement, les gens fantasment sur des salaires totalement absurdes. Et honnêtement, si on le fait, et que ça soit 7 jours sur 7, quasiment 24 sur 24, c'est vraiment parce qu'on a la chose publique au cœur.
Et moi, je le fais parce que, au fond, j'ai aussi, c'est lié à ma foi, hein, je suis très croyante, et c'est servir l'autre. Et quand c'est bien fait, j'espère que ça se ressent et qu'on ressent la sincérité de la personne qui le fait en face. Et du coup, c'est vrai que sur mon Facebook, les gens découvrent, en fait, j'ai voulu en faire un carnet de bord quotidien. Et je poste en fait voilà, tous les textes qui sont votés au Sénat, mon activité quotidienne, non pas pour me faire valoir, mais pour montrer qu'en fait on est des centaines et des centaines d'élus, voire milliers donc sur le territoire, à faire notre job au quotidien avec beaucoup de ferveur et pas toujours beaucoup de reconnaissance parce que les gens qui sont contents ne nous le disent pas. Et on a que les râleurs qui viennent souvent vers nous pour nous critiquer. Mais voilà, c'est le plus beau métier du monde quand c'est bien fait. Laure, l'émission arrive à sa fin. Que souhaitez-vous faire passer comme message aux générations présentes et futures et plus globalement à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui Mais écoutez, on vient de passer là, les élections départementales et régionales. Et au sort du premier tour, j'ai eu un coup de poignard au cœur quand j'ai vu pratiquement 70% d'abstention. On a la chance d'être dans un pays où on peut voter. Moi, j'ai visité des pays où ça n'est pas encore le cas. Il y en a qui sont morts d'ailleurs il y en a qui sont morts de s'être battus pour le vote. Et il y en a certains qui sont, bien évidemment, qui sont battus pour la libre expression. Et donc, pour les jeunes et moins jeunes, vous n'avez pas le droit de râler si vous n'êtes pas au moins allé aux urnes pour y mettre votre bulletin. On a cette chance de pouvoir le faire. Je suis presque à la limite pour maintenant l'obligation de vote parce que c'est pas normal qu'on ait un tel désintérêt. Mais en même temps, on doit se remettre en question. C'est qu'au fond, on ne fait pas passer peut-être les bons messages pour montrer que, bien sûr qu'on n'est jamais... on vote plutôt contre que pour, hein, et c'est ça qui est un peu dommage. Mais aujourd'hui, il y a des enjeux hyper importants. Et donc, même si on n'a pas la prétention dans le milieu politique de faire la croissance d'un pays, en fait, heureusement, hein, c'est les entreprises, c'est les gens qui vont s'engager dans les voies privées, en fait, qui font aussi le développement d'un pays. Nous, on essaye un tant soit peu que les charges fiscales ne soient pas trop lourdes, qu'on ait des hôpitaux, des établissements scolaires qui fonctionnent, que les gens qui en ont besoin aient leur RSA ou leurs allocations. Les relations. Faciliter, puis voilà, et puis le lien entre public et privé. Mais honnêtement, une telle abstention, c'est une vraie punition parce qu'on se rend compte que ce désintérêt, ça peut mener très loin. Et j'espère qu'un jour, on ne verra pas les extrêmes arriver à la tête de notre pays juste par négligence et parce que les gens s'en sont éloignés. Et à ce moment-là, on sera tous responsables. Hein, et vraiment, je ne nous le souhaite pas parce que je ne sais pas ce que viendra à ce moment-là notre pays, qui a déjà bien reculé, j'allais dire, dans les classements des pays, entre guillemets, capitalistes ou en tout cas les pays européens. On est un très beau pays, vraiment. Et je dois dire que du coup, ça me fait un petit peu peur. Donc j'espère qu'en effet, les gens continueront à s'engager. Laure, sur ces belles paroles, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et je vous dis... J'étais ravie, en tout cas. Merci, bonne chance, parce que vraiment, j'encourage très vivement, en effet, ce que vous faites. Je trouve que c'est très bien et c'est une approche vraiment de proximité et un bel engagement pour vous. Merci beaucoup, Laure. Je vous dis à très bientôt. Vous étiez sur le web magazine Ville Intelligente Mag et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres.